On y va. Bien alors, j'entendais notre cher présentateur de ma conférence qui m'a si gentiment invité aujourd'hui parler de la guerre de 14-18. Je crois que la première chose qu'il faudrait dire, c'est que ce serait plutôt la guerre de 14-19. Pourquoi ? Parce que le 11 novembre 1918, c'est une armistice, c'est un arrêt provisoire des hostilités. Ça signifiait que les hostilités pouvaient reprendre à tout moment. Et il y avait même, pour le 23 juin 1919, un plan d'invasion de l'Allemagne qui était préparé. Et le maréchal Foch, qui était encore général, se préparait à attaquer l'Allemagne avec les soldats français, ce qui était assez terrible d'ailleurs parce que les Allemands n'avaient plus d'armée et s'ils n'avaient pas accepté le traité de Versailles, eh bien ils auraient été purement et simplement envahis, voire annexés. Vous comprenez que le traité de Versailles, c'est pas une paix comme les autres. Mais pour reprendre le fil, il faut comprendre que déjà, il y a toujours eu cette volonté dans l'esprit du gouvernement français et même des Britanniques d'anéantir la puissance germanique, aussi bien les Allemands que les Autrichiens. Même si les Autrichiens, ça s'est fait au niveau du traité de Saint-Germain, parce que le traité de Versailles réglait le sort de l'Allemagne uniquement. Et le traité de San Remo, ça sera pour l'Empire ottoman. Mais disons que l'objectif, c'était vraiment d'anéantir les forces de l'Axe, l'ancienne Triple Alliance. Et en fait, pourquoi je vous dis ça ? Il faut revenir en 1916, et précisément le 30 décembre. Et qu'est-ce qui s'est passé le 30 décembre 1916 ? C'est la mort de l'empereur François-Joseph Ier. Et lui a succédé son arrière-petit-neveu qui était Charles Ier. Et Charles Ier, avec l'impératrice Zita, n'ont eu de cesse de vouloir la paix. Charles Ier avait l'objectif, et oui, d'ailleurs c'est un empereur qui a été béatifié par le pape Jean-Paul II, très récemment, donc au XXIe siècle, et Charles Ier avait donc pour objectif, je dirais, de mettre un terme à cette horrible Première Guerre mondiale, de sauver son empire, mais aussi de faire en sorte d'essayer d'obtenir le pardon de la France et de rendre l'Alsace et la Lorraine à la France, ainsi que de rendre à la Belgique son intégrité territoriale, puisque l'Allemagne de Guillaume II l'avait violée, ce qui avait provoqué l'entrée en guerre de l'Angleterre. Malheureusement, Charles Ier, c'est l'empereur d'Autriche. Et son attitude qui va être dénoncée par les Français, d'abord Alexandre Ribot en 1917, puis Georges Clemenceau en 1918, va faire qu'il va se retrouver dans une position qui va lui être intenable, et les Allemands vont prendre ça comme une véritable trahison, et Guillaume II va purement et simplement s'emparer du commandement de l'armée autrichienne. Charles Ier ne sera plus que le jouet de Guillaume II jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais il y avait quand même eu cette tentation de faire la paix. Et Charles Ier, à tel point d'ailleurs qu'il espérait faire de son empire une fédération au début de l'année 1918, parce qu'il avait suivi le discours au Congrès américain
de Thomas Woodrow Wilson, le président des États-Unis, qui avait exposé ces fameux 14 points. Et dans les 14 points, vous aviez le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le 8 janvier 1918. Or, l'empereur d'Autriche s'était dit, c'est parfait, je vais faire de l'Empire d'Autriche-Hongrie une fédération, et les Hongrois auront une certaine autonomie, et en même temps, ils auront un régime démocratisé. Malheureusement, la Hongrie s'est révoltée et Charles Ier a été forcé d'abdiquer. La conférence de la paix, elle s'ouvre le 18 janvier 1918. Le traité de Versailles fait partie de cette conférence de la paix. C'est un des nombreux traités. Et pourquoi on insiste sur le traité de Versailles? Tout simplement parce que c'est un problème, je dirais, un petit peu franco-français. Et que le cœur du problème a été de considérer que l'Allemagne était à l'origine du conflit. Mais si on regarde de plus près, c'est injuste historiquement. L'origine du conflit, à proprement parler direct de la Première Guerre mondiale, c'est l'engrenage du système d'alliance de la fin du XIXe siècle. À savoir, d'un côté, vous aviez la triple alliance avec l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, qui n'étaient pas très fiables, qui voulaient ces terres irrédentes, je vais y revenir. Les terres irrédentes, c'est des terres où vous avez une minorité italienne qui est, selon les Italiens, dominante, et à partir de là, ces terres doivent appartenir à l'Italie. Ces territoires doivent appartenir à l'Italie. C'est très nationaliste, comme cette mentalité d'irrédentisme. Et elle est d'ailleurs défendue par un certain Victor Emanuele Orlando, qui est le président du Conseil de l'Italie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce moment-là, il y a l'idée que l'Allemagne va être considérée comme la seule responsable du conflit. Déjà, ça pose problème, parce que les Allemands considéraient que c'était la Russie qui était responsable de la Première Guerre mondiale. Mais si on regarde l'engrenage de la Première Guerre mondiale, d'abord, vous avez l'assassinat de François Ferdinand, c'est le déclencheur, le 28 juin 1914. Ensuite, et comme il a été assassiné par un activiste serbe, vous avez l'Autriche qui fait un ultimatum à la Serbie et qui va finalement déclarer la guerre à la Serbie étant alliée de la Russie déclare la guerre à la Serbie, et l'Allemagne, de son propre chef, déclare la guerre à la France. C'est pour ça qu'on a considéré que l'Allemagne de Guillaume II était responsable de la Première Guerre mondiale, de notre point de vue, parce que les Allemands nous avaient déclaré la guerre directement. Mais c'est oublier une chose, c'est que l'Allemagne, telle qu'elle est en 1919, n'est plus la même qu'elle était en 1918. En novembre 1918, vous avez deux choses. Première chose, une guerre civile au sein de l'armée elle-même. C'est-à-dire que Hindenburg et Ludendorff ont fait un coup d'État militaire et ont pris une partie de l'armée de leur côté, et Guillaume II, lui, veut reprendre le pouvoir avec une autre partie de l'armée. Donc ils sont prêts carrément à se battre. Et d'un autre côté, vous avez les Berlinois qui meurent de faim à cause de l'embargo et du blocus qui a été mis en place par les Anglais en raison des victoires aux différentes batailles navales de la Première Guerre mondiale. Je pense que la dernière en date à Jutland en 1916, les Anglais ont pu faire un véritable blocus sur l'Allemagne. Et donc les Allemands sont complètement asphyxiés, l'économie allemande est asphyxiée, et en plus l'Allemagne n'a plus d'agriculture comme nous. L'Allemagne, c'est un territoire qui s'est totalement industrialisé. Et en vertu de la loi des avantages comparatifs de David Ricardo, l'Allemagne a renoncé complètement à son agriculture. Donc elle ne peut plus se suffire à elle-même. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle vit d'ersatz, ce qu'on appelle les ersatz, les produits de substitution.
et à tel point d'ailleurs qu'en 1919, vous avez le quignon de pain qui va valoir 100 000 marques or. C'est de la folie pure. Et donc l'Allemagne, à la fin de l'année 1918, a sombré dans le communisme bolchevique. C'est le drapeau rouge qui a été hissé dans Berlin, et c'est le régime des spartakistes, en référence à Spartacus, l'esclave romain qui s'est révolté entre 73 et 71 avant notre ère, à l'époque de la République romaine, sous la dictature de Marius. Eh bien, ce mouvement spartakiste va durer, je dirais, de décembre 1918 à janvier 1919. Et de cette guerre civile, vous avez des républicains du Parti socialiste démocrate, le SPD, qui vont se mettre à littéralement tirer à la mitrailleuse avec les corps francs. Les corps francs, c'est les futures milices, les SA, SS d'Adolf Hitler. Il faut imaginer ça déjà en 1919, qui patrouillent dans les rues de Berlin et qui tirent la mitrailleuse sur la population civile. Et ça a permis d'ailleurs l'avènement de la République de Weimar. La République de Weimar est arrivée dans le sang, il ne faut pas l'oublier. Alors imaginez qu'avec ça, vous avez Georges Clemenceau, qui est président du Conseil, avec le président de la République française, Raymond Poincaré, qui veulent en humilier l'Allemagne par-dessus le marché. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont mettre de l'huile sur le feu, littéralement, au lieu de calmer le jeu et de se dire on va essayer de faire en sorte que cette République devienne démocratique et prendre du recul en pensant comme au XXe siècle et pas encore comme au XIXe siècle, et avec cette idée toujours de revanche par rapport à l'Alsace et la Lorraine. De toute façon, l'Alsace et la Lorraine leur étaient restituées, c'est évident, puisque l'Alsace et la Lorraine étaient françaises depuis l'époque de Louis XIV, depuis la fin de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Donc c'était évident qu'on allait les récupérer. Mais Clemenceau ne s'est pas contenté de ça. Il a demandé à ce que l'Allemagne paye toutes les réparations pour le conflit en France. 132 milliards de marques or. Ça vous donne une idée. C'est de la folie pure. Ils n'auraient pas remboursé avant les années 60, voire les années 70, les Allemands. D'ailleurs, ça a été baissé à 52 en 1920, tellement c'était à la conférence de Spa, sur demande d'ailleurs des Américains, avant que les Américains se retirent dans l'isolationnisme le plus complet. Donc c'était vraiment quelque chose de terrible. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce traité de Versailles était d'autant plus humiliant qu'il a été considéré comme un véritable diktat, ce qui est resté d'ailleurs un leitmotiv chez les futurs nazis et dans toute la population allemande, même d'ailleurs le président Ebert et le chancelier Scheidemann. Pourquoi ? Parce que les Allemands n'ont même pas été conviés aux négociations. Ils ont signé, et ceux qui ont signé le traité, ça n'a même pas été... Le président n'a même pas eu l'honneur de signer le traité, ou le Premier ministre. Non. Il faut savoir quand même que le 18 janvier 1871, dans la Galerie des Glaces du château de Versailles, c'est Adolphe Thiers qui a signé le premier traité de Versailles. Donc c'était quand même le président de la République française. Je vais presque dire le dictateur sanguinaire de la République française, mais là je provoque un peu. Mais je veux dire, il était officiel le 18 janvier 1971. Et c'était pas un simple ministre des Affaires étrangères, ou pire, un ministre des Transports. Eh bien, le 28 juin 1919,
1919, le 28 juin 1919, c'est ni plus ni moins que le ministre des Affaires étrangères, Hermann Müller, et le ministre des Transports, Johannes Bell, qui ont signé le traité de Versailles. Il y a même des diplomates qui ont affirmé qu'ils avaient l'air de prisonniers qu'on avait fait venir pour la lecture d'une sentence. Vous imaginez un peu la condamnation morale de l'Allemagne. En plus, ils sont passés devant les gueules cassées. Il y avait une dizaine de gueules cassées, de soldats qui étaient grièvement blessés à vie. Et vous imaginez, pour leur faire comprendre que c'était de leur faute si ces soldats se retrouvaient dans cet état-là, si ces hommes étaient détruits à jamais. Et le fameux article 231 qui parle de l'Allemagne qui est considérée comme seule responsable de la guerre. Moi, je veux bien que Paul Renouvin dise que c'est une clause juridique. Peut-être, après tout. Mais pour les Allemands, ça a été perçu comme une terrible humiliation. Et encore, Raymond Poincaré, il voulait aller plus loin. Il avait décidé que la Sarre, qui était la région la plus riche de l'Allemagne au niveau des gisements de charbon, devait appartenir à la France. Et en plus, il faut imaginer que l'Allemagne, la Rhénanie et la rive gauche du Rhin étaient occupées par l'armée française de 1919 à 1930. Ça paraît incroyable. Et les soldats français se comportaient très mal. Même une personne âgée qui était sur un trottoir, il fallait que la personne âgée descende du trottoir pour laisser passer les soldats français. Et pire que tout, comme il y avait des tirailleurs sénégalais, eh bien les Allemands ont considéré que les Français étaient d'une sauvagerie sans précédent parce qu'ils laissaient des sauvages. Il y avait un certain racisme à cette époque. On est à l'époque, même chez nous, à l'exposition coloniale de 1931, ça sera 12 ans après le traité de Versailles. Donc le racisme est monnaie courante à cette époque. Eh bien, ils considéraient que c'était indigne de la civilisation d'accepter que des Sénégalais patrouillent dans les rues de Berlin. C'était totalement intolérable. Et ça a entretenu le racisme, la xénophobie et l'unification de toutes les classes sociales contre les races inférieures qui a donné naissance au national-socialisme. On le comprend mieux là. Mais on le comprend mieux à cause des dispositions qui ont été prises durant cette conférence de la paix qui a débouché sur le traité de Versailles. Le traité de Versailles, en plus, règle de manière élargie aussi le sort du monde, puisque les Allemands avaient tout de même des colonies. Et l'idée, ça a été que les Français et les Anglais se partagent les colonies allemandes, qu'ils avaient eu tant de mal à acquérir. Ça avait d'ailleurs été une des causes du ressentiment de l'Allemagne vis-à-vis des Français et des Britanniques, et qui a conduit à la déclaration de guerre du 3 septembre 1914. Et en plus, le traité de Versailles, non seulement a humilié l'Allemagne, mais il a frustré les ambitions de l'Italie, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Italie était rentrée dans la triple entente. D'ailleurs, je reviens sur la triple entente, parce que quand on fait le bilan, quand on parle d'un traité de paix, il faut faire le bilan d'une guerre. La triple entente, c'est tout simplement parce que la France et l'Angleterre n'avaient noué qu'une entente cordiale en 1905. Une entente cordiale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se déclarera pas la guerre. Mais ça veut dire aussi que si jamais
la France violait un pays neutre, l'Angleterre se réservait le droit de lui déclarer la guerre. Mais autrement dit, l'Angleterre laissait à la France le soin d'affronter l'Allemagne. Exactement la même chose qu'avec Victoria et Napoléon III, au final. Et le problème, c'est que de l'autre côté, il y avait la Triple Alliance. Alors l'Allemagne et l'Autriche étaient ensemble à cause, évidemment, c'est vrai qu'historiquement, depuis François Ier, nous étions les ennemis des Habsbourg, mais il y avait eu le renversement des alliances à l'époque de Louis XV. Donc, à la fin du règne de Louis XV et sous Louis XVI, nous étions du côté des Autrichiens. Et oui, mais c'est sans compter les guerres révolutionnaires et les guerres napoléoniennes. Donc, du coup, naturellement, à partir du congrès de Vienne, et surtout, bien, définitivement, l'Autriche était du côté de la Confédération germanique en souvenir du Saint-Empire romain germanique. Donc l'Empire d'Autriche-Hongrie, naturellement, était du côté de l'Empire allemand, même s'il y avait eu la guerre en 1866 entre le Royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et comme le Royaume de Prusse avait gagné, l'Empire d'Autriche-Hongrie a vu son intérêt à s'allier à la Prusse, et puis il y avait cette idée que les populations étaient germanophones, et il y a toujours eu ce fantasme de revenir à l'Anschluss, donc au Saint-Empire romain germanique. Ce que fera d'ailleurs Adolf Hitler un peu plus tard. Alors, ce qu'il faut comprendre par rapport à la Triple Alliance, c'est aussi le problème de l'Italie, comme je disais. L'Italie, on avait permis l'unité italienne en soutenant les Italiens contre les Autrichiens. Donc, Napoléon III avait déclaré la guerre à l'Autriche pour soutenir l'Italie, ce qui n'avait pas arrangé nos affaires, parce que l'Autriche était à l'époque prête à s'allier contre nous pour se défendre contre la Prusse. Et comme on a joué le jeu de la Prusse en soutenant l'Italie contre l'Autriche et que les Italiens nous ont même pas été reconnaissants parce qu'il y a eu la question de Rome et que Napoléon III n'a pas laissé Garibaldi marcher sur Rome, il y a eu le fameux problème du pape qui s'est constitué prisonnier dans Rome et dans le Vatican, ça ne sera réglé qu'en 1870, où Rome sera intégrée à l'Italie, mais où le Vatican restera un État indépendant. Et l'Italie dans tout ça, l'Italie, comme elle s'était alliée à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne, elle espérait obtenir des compensations. Puis comme Guillaume II et François-Joseph Ier n'ont pas été très convaincants, nos plénipotentiaires l'ont été beaucoup plus, et du coup l'Italie a été au plus offrant. Parce que l'objectif d'Orlando, qui était le dirigeant italien, c'était justement d'obtenir les terres irrédentes. Et les terres irrédentes, c'était en particulier la revendication de l'Italie, c'était Trieste. Trieste, ça veut dire obtenir la ville qui est à la frontière de la Yougoslavie, aujourd'hui la Slovénie. Sauf que ça remettait en cause le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, parce qu'il n'y avait pas que des Italiens. Et donc là, comme ça nous arrangeait, donc on a suivi Wilson sur ce coup-là. Par contre, évidemment, on a présenté toute la facture à l'Allemagne en disant que l'Allemagne avait causé 1 400 000 morts sur le territoire français et 5 millions de blessés. C'est quand même oublier que les Allemands ont eu aussi 2 millions de morts dans leur rang, plus que la France. Sauf que l'Allemagne n'a pas été en partie détruite comme la France pour nombre de régions sur les 800 km de front entre 1915 et entre l'hiver 1914 et le printemps 1918. Et les Allemands ne pensaient pas qu'il y avait eu autant de destruction.
Et je crois que quelque part, il y a eu un malentendu, c'est-à-dire que l'Allemagne a trouvé que la France avait exagéré. Et puis à cette époque-là, on ne pouvait pas imaginer les Allemands aller voir en France dans quel état était la France. Donc, c'était pas envisageable. Alors peut-être qu'ils l'ont vu avec les films cinématographiques, c'est fort probable. C'est peut-être... Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça a excusé ce que les Français avaient fait vis-à-vis de l'Allemagne avec le traité de Versailles. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France, en 1919, même si elle était fortement touchée par la Première Guerre mondiale, grâce au fait qu'on a une agriculture très puissante, puis il y a eu René Viviani, qui était le président du Conseil en 1914, qui a eu une très bonne idée, c'est de préserver à la fois nos cheptels et de préserver la nourriture de l'arrière en se disant il a eu l'intuition que cette guerre devait être une guerre totale, même si tout le monde croyait une guerre courte. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la naissance de l'agroalimentaire. Et les Allemands ont fait la même chose, puisque vous avez par exemple les soupes qui ont été inventées avec l'industrie chimique à cette époque-là, et la France a fait exactement également, a suivi la même démarche. Mais le problème, c'est que l'Allemagne, elle, n'avait pas l'agriculture comme la France. Et on a tendance quand même à oublier que normalement, un traité de paix, c'est fait justement pour mettre en place un nouvel ordre européen. Le traité de Versailles, théoriquement, il avait pour but que la Première Guerre mondiale soit la guerre des terres. Et dans cet objectif, le président Wilson avait proposé qu'il y ait une société des nations, qu'il appelait le League of Nations. Et donc les États-Unis en auraient fait partie, bien sûr, et l'idée, ça serait que la Société des Nations aurait été le gendarme du monde. Si un pays ne respectait pas un autre pays, tous les autres pays devraient être jugés. D'ailleurs, le traité de Versailles a été un traité international, puisque vous aviez 27 délégations qui représentaient 32 pays ce jour-là. Mais vous imaginez l'humiliation de l'Allemagne devant 27 délégations de 32 pays, considérés seuls comme responsables de la Première Guerre mondiale. C'était terrible. Ça ne pouvait pas mettre en place un nouvel ordre européen. Décemment, c'était impossible. Le général de Gaulle, qui à l'époque n'était que simple soldat, avait dit à sa mère, Charles de Gaulle, que cette paix n'était qu'une couverture jetée sur les nationalismes. Il avait tout compris. C'était qu'une apparence de paix. Et l'humanité a d'ailleurs dit que la paix imposée par la force ne saurait apaiser la paix du monde. C'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas imposer la paix par la force. Remarquez, ce n'est pas la première fois que la France impose des idées de liberté et d'égalité par la force. Si on regarde la Révolution et l'Empire, c'est toute l'histoire de France à partir de l'histoire contemporaine jusqu'à 1919. Si on prend l'année 1919 comme point de référence. Le problème, c'est que la France n'était plus dans cette idée de proposer, elle était dans cette idée d'imposer ses idées. Et là, elle a imposé ses idées de revanche.
Et Georges Clemenceau, il a dit en 1929, lorsqu'il a écrit Grandeur et misère d'une victoire, qui est son livre testament d'une certaine façon, l'Allemagne humiliée, l'Allemagne amputée, l'Allemagne démembrée semblait avoir tout perdu. Elle gardait l'essentiel, la puissance politique, génératrice de toutes les autres. Et c'est vrai. Tout ce qui restait à l'Allemagne, c'est la puissance politique. Mais la politique, étymologiquement, c'est la praxis, l'action. L'action, il n'y a rien de pire. La détermination. Et ce que redoutait Wilson est arrivé, la détermination de se venger. Et rien ne peut arrêter un peuple qui veut se venger. Clemenceau, quand il dit ça, dit finalement j'aurais dû écouter Raymond Poincaré, j'aurais dû annexer l'Allemagne quasiment. Ou du moins j'aurais presque pas dû faire le traité de Versailles, j'aurais dû l'envahir et supprimer l'Allemagne et l'intégrer à la France. C'est presque cette idée-là. Je vais très loin là, mais on a cette idée en 1929 au seuil de sa mort. Parce qu'il sent venir la catastrophe. Et la catastrophe, elle est arrivée justement parce qu'on a fait des Allemands nos ennemis. Un peuple qui s'était révolté pour sa liberté, on aurait dû les considérer comme des frères. La Marseillaise dit qu'un sang impur abreuve nos sillons. Mais le sang impur, c'est le sang, dans le pire des cas, des peuples qui restent assujettis à leur maître, à leurs empereurs, à leurs rois. Mais là, un peuple qui se révolte pour sa liberté, c'est dans les valeurs même de la Révolution française, même dans ses pires extrémités. Eh bien non. La France a choisi de se refermer sur elle-même en disant l'Allemand est l'ennemi quoi qu'il arrive, même s'il prend la même direction que la France en décalage dans le temps. Mais c'était oublier que l'Allemagne était une nation jeune. Elle a été née en 1871. Elle était née, certes, en faisant d'ailleurs de nous son ennemi commun, ce qui avait permis à la Bavière de rejoindre la Prusse. Et puis c'était oublier que la France, comme a dit un président de la République très célèbre, est une nation chrétienne. Là je provoque un peu. Je suis historien, je sais très bien que la France alors n'est pas nécessairement une nation chrétienne. La France, ses valeurs modernes, ce sont des valeurs de laïcité. Mais en tout cas, la manière dont se sont comportés les Français à cette époque n'est pas une preuve de bon sens et ils ne se sont pas comportés de manière très chrétienne. En tout cas, ils n'ont pas su pardonner. Et ils n'ont pas su aussi se dire que peut-être qu'il y avait des fautes des deux côtés. Peut-être que même la Première Guerre mondiale, la France avait des idées aussi revanchardes et elle les a aussi gardées. Elle n'a pas choisi de faire barrage à la guerre, puisque Jean Jaurès a été assassiné. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que la Première Guerre mondiale est une guerre qui a été gagnée. Elle a été gagnée elle aura été de toute façon gagnée complètement. Elle a été gagnée en partie grâce à l'armée, grâce aux armes modernes, aux chars d'assaut, à l'aviation. Mais l'armée allemande n'était pas entièrement vaincue, mais comme elle était en pleine déliquescence interne et qu'il y a eu la révolte de l'arrière, le fameux coup de poignard dans le dos dont parlait un certain Adolf Hitler,
eh bien, il y a eu l'armistice, le 11 novembre 1918. Mais de cet armistice aurait dû naître une paix d'égal à égal. Il n'y avait pas eu de capitulation sans condition comme le 8 mai 1940. Mais au lieu de traiter d'égal à égal, on a cherché à humilier l'adversaire. Ce qui est la même erreur au passage qu'on avait fait, désolé pour les républicains, mais la même erreur toujours de l'orgueil français qu'avaient fait les rois de France avec l'Angleterre, au temps de la guerre de Cent Ans. Un Philippe VI de Valois qui a demandé à un Édouard III Plantagenet, jeune lion plutôt de 19 ans, de s'agenouiller devant lui, de lui prêter allégeance pour la Guyenne. Le seul duché qui restait anglais dans le royaume de France qu'avait octroyé Saint-Louis à Henri III. C'est toujours l'orgueil français. L'orgueil français qui a fini d'ailleurs par faire de la France une nation de seconde zone. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube pour d'autres conférences. Alors là, vous l'aurez compris, mon idée sur le traité de Versailles, c'est qu'il est indirectement à l'origine de la Seconde Guerre mondiale et du second suicide européen. Voilà. Je peux vous poser une question. Vous avez dit qu'il y avait 27 délégations, mais je crois qu'elles n'ont pas toutes signé. Si, il n'y a pas les principales nations qui ont signé, dont l'Italie, non? Alors, l'Italie a signé, mais à contre-cœur. Et c'est pour ça qu'après, on a eu le fascisme mussolinien. 3 ans après, vous vous rendez compte? 3 ans et quelques mois après la signature du traité de Versailles, on a Benito Mussolini qui devient le Duce. Le traité de Versailles, non seulement a entraîné le fascisme, mais en plus, il a donné un terreau au nazisme. Merveilleux comme paix. C'est vraiment un échec cuisant, quand on y réfléchit. Alors je veux bien, il y a des historiens comme Georges-Henri Soutoun qui aujourd'hui le minore un petit peu. J'ai entendu même Fabrice d'Almeida dire mais oui, mais c'était quand même un essai de retrouver un certain ordre européen, que si on avait suivi Wilson, il y aurait quand même eu le chaos. Oui, mais très bien, mais Wilson avait quand même eu cette idée qu'il ne fallait pas rendre l'Allemagne seule responsable de la guerre. Et si on avait eu la crise de 29 sans et avec un traité de Versailles qui soit un vrai traité, avec les Allemands qui soient à la table des négociations, eh bien, on n'aurait pas eu le terreau du national-socialisme. On aurait peut-être pu se serrer les coudes. Mais au lieu de ça, on a eu une grande dépression qui a conduit l'Europe dans les bras des régimes totalitaires et qui a fait sombrer le monde dans le second conflit mondial. C'est navrant quand on y réfléchit. Et je pense que le traité de Versailles est à la source de tout cela. Même si c'était pas volontaire, on ne voulait plus qu'il y ait de guerre. Mais il n'y a pas eu cette idée, il n'y a pas eu cette idée de la part des Français de se dire qu'en humiliant l'adversaire voudrait se venger. C'est la loi du talion, le pour œil, dent pour dent. Alors c'est intéressant quand on y réfléchit. La loi du talion, c'est une loi très ancienne qui a été notamment pratiquée à l'époque des Danites qui sont devenus les Israélites. C'était la mentalité des Hébreux. Eh bien, Adolf Hitler a appliqué la mentalité de ceux qui voulaient exterminer. Je finis par cette pirouette, je trouve ça. C'est drôle. Très bien. Ça vous a plu? Oui.
La SDL a décrit la sensibilisation à quelle période? 1920, janvier 1920. Mais le problème, c'est que, j'en ai pas parlé, mais le problème, c'est que Wilson a perdu les élections et en plus le Congrès n'a pas ratifié le traité de Versailles. Donc les Américains ont sombré dans l'isolationnisme et ils ont sombré dans la prohibition, la guerre des gangs. Il faut dire que les présidents qui ont été élus après, l'idéaliste Wilson, mort d'un accident vasculaire cérébral, en partie à cause du traité de Versailles. Eh bien, parce que Clémenceau et Lloyd George ont donné beaucoup de fil à retordre. C'était éprouvant pour un homme de 63 ans qui avait tout donné. Eh bien, vous avez Coolidge et Harding. Coolidge et Harding, c'était les chefs du gang de Chicago. Forcément, les États-Unis ne pouvaient pas aller très bien. Ils nous ont conduits directement à la crise de 29. Mais il y avait quand même un Américain qui était formidable à cette époque, c'était John Maynard Keynes, qui avait écrit les conséquences économiques de la paix, et qui avait très bien compris que le traité de Versailles serait une catastrophe, parce qu'il était inapplicable et qui conduirait immanquablement à un effondrement de l'Europe et même du monde. Est-ce que vous pensez que c'est une sanction qui était moins lourde, il n'y aura pas eu de seconde guerre? Je pense surtout qu'il n'aurait pas fallu sanctionner l'Allemagne, parce que tout le monde était coupable dans l'histoire. C'était un mécanisme, c'était le mécanisme des alliances qui a entraîné la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, pardon. C'est pas l'Allemagne qui est seule responsable de la guerre. Certainement pas. Non, l'Allemagne, elle a suivi le mouvement, c'est tout. Mais elle n'était pas seule responsable. D'ailleurs, Guillaume II, on l'a provoqué. La guerre, elle a failli commencer dès 1913. Et les causes réelles de la Première Guerre mondiale, c'est quoi? Je l'ai dit, déjà, les premières... Là, on va remonter loin, là. La réalité, comment on en est arrivé à la Première Guerre mondiale. Déjà, on en est arrivé à la Première Guerre mondiale quand on a pris les Germains, les Autrichiens, les gens de la Confédération germanique pour les ennemis héréditaires. Et ça a commencé avec la jalousie de François Ier, qui n'avait pas pu être empereur, et vis-à-vis de Charles Quint. Ensuite, vous avez le XVIIe siècle, où on a soutenu les princes protestants allemands. Donc ça a été Louis XIII, la politique de Louis XIII et de Richelieu, pendant la guerre de 30 ans. Ensuite, nous avons eu le XVIIIe siècle où on a été allié de la Prusse, et ensuite nous avons trahi la Prusse, ce que Frédéric II n'a pas du tout digéré, et la France de Louis XV, en 1756, s'est alliée à l'Autriche. Et à partir de là, à l'Autriche de Marie-Thérèse de Habsbourg et François de Lorraine. Et à partir de là, ça a été une catastrophe parce qu'on a eu la Prusse qui déjà nous en a voulu. Dans un deuxième temps, on s'est mis l'Autriche à dos parce que y a eu la Révolution française et le roi de France a été condamné à mort et c'était le beau-frère de l'empereur d'Autriche. Vous imaginez? Ben oui, parce que Louis XVI avait épousé Marie-Antoinette, qui était la fille de Marie-Thérèse, qui n'était autre que la mère de l'empereur d'Autriche en fonction, en train de régner en 1793. Ensuite, nous avons eu les guerres de l'Empire. Et les guerres de l'Empire, ça a été déjà une politique qui ressemble un peu à ce qu'avait, hélas, l'Allemagne nazie, c'est-à-dire passer au fil de l'épée des populations et les remplacer par des populations autochtones. Nous avons littéralement mis des populations françaises à la place des Allemands. Ça a entraîné que les Allemands se sont révoltés pour survivre, et on a eu la bataille des nations à Leipzig en 1813, et
Friedrich Fichte, qui était l'ancien disciple d'Emmanuel Kant, a épousé les idées pangermanistes, et les Allemands sont venus aux idées, à l'époque, je dis les Allemands pour simplifier, mais c'était les membres de la Confédération germanique, les habitants de la Confédération germanique en sont revenus, les Prussiens, etc., parce que c'est une myriade d'États, l'Allemagne n'existe pas à cette époque. Le terme Allemagne, ça vient de l'Alémanie, qui était le peuple des Alamans. Et les Alamans, c'était une toute petite partie du monde germanique, parce qu'il y avait les Cimbres, les Teutons, les Goths. Bon, je ne vais pas revenir sur les invasions barbares, mais je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un sentiment national qui est né à ce moment-là contre la France. Ça s'est constitué contre la France. Donc faire de l'ennemi commun la France au moment où Bismarck a voulu faire l'unité en prussifiant l'Allemagne avec le roi Guillaume VI qui est devenu Guillaume Ier, l'empereur d'Allemagne, c'était logique pour lui. Ça permettait de faire l'unité allemande et d'avoir un pouvoir très important en Europe. Bismarck est devenu le maître de l'Europe. D'ailleurs, il manipulait Guillaume Ier comme il voulait. Puis après, entre-temps, on avait eu un certain empereur qui s'appelait Ferdinand III, qui était très bien, qui voulait redonner l'Alsace et la Moselle à la France, qui voulait demander pardon. Et ce bon empereur a été atteint d'un cancer de la gorge et est décédé. Et son épouse, c'était le père de Guillaume II, et son épouse a été aidée à mourir par son propre fils, parce qu'elle avait les mêmes idées politiques que son mari. Et elle serait devenue impératrice et il y aurait eu la paix avec la France et il y aurait mis un terme au mécanisme des alliances, il y aurait eu une fraternisation. C'est dommage. Ça a été raté. Et ça on ne le sait pas, c'est très peu mis en avant par les historiens. C'est dommage. Et c'est toujours cette idée, les méchants Allemands, les gentils Français. Et quand on fait le bilan, 50-50. Mais c'est nous qui avons commencé, par contre. En sachant d'ailleurs, au passage, qu'est-ce que la France, si ce n'est une colonie germanique. Ah oui, ce sont les Gallo-Romains qui se sont fait massacrer par les Francs. Le dernier en date étant Symmagrius, qui s'est fait tuer à Soissons par la main de Clovis. Les Francs sont des Germains. Puis après, ça a donné. Après, il y a le partage de Verdun en 843, après la mort de 43 ans après la mort de Charlemagne. Enfin, non, 29 ans après la mort de Charlemagne, parce que Charlemagne est mort en 814. En 843, au partage de Verdun, vous avez la Francie occidentaliste qui naît. C'est de là que naîtra la France. Mais la France, elle n'existe que depuis 1204. C'est depuis que Philippe Auguste a eu l'idée que ça s'appelait roi de France et puis roi des Francs. Il a inventé le terme de France. Rex Franciae, et non plus Rex Francorum. Cette année, la France, elle fête ses 815 ans. C'est marqué nulle part. La France a 815 ans. Vous voulez continuer?